Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous de l'information sur Global Africa Télé-Sud. Panel Hebdo, c'est ce rendez-vous de l'information, c'est l'actualité revue et revisitée en toute liberté par les chroniqueurs invités à nous livrer leurs commentaires, décryptage, analyse et même leurs humeurs sur les grands faits de l'actualité en Afrique et dans le monde. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Alfred Chango Lokoro, maître de conférence à la Sorbonne. Bonjour Alfred. Bonjour. Guy Debal, bonjour Guy, consultant en entreprise. Bonjour Francis. Vous êtes remis de l'émission de la semaine dernière? Ah oui, oui. Tout va bien Francis. Je suis de nouveau au taquet comme on dit et prêt à ferrer, engager le fer. Je m'en réjouis. Et pour la première fois dans Panel Hebdo, nous accueillons Émeric Torréon, que les auditeurs, téléspectateurs de Télé-Sud connaissent bien. C'est un visage très connu sur cette chaîne. C'est un plaisir de vous recevoir, Émeric. Bonsoir Francis, c'est un plaisir partagé. Merci d'être avec nous. Merci. Et nous sommes en compagnie également de Ben Yayassi, qu'on ne présente plus, mais qui est de plus en plus présent dans cette émission. Vous êtes donc coordinateur adjoint de la Convergence des cadres républicains de France. C'est une instance de l'APR, l'Alliance pour la République, le parti de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall. Alors, j'ai eu quelques commentaires quand même depuis votre dernier passage dans l'émission. On me dit, voilà, vous invitez régulièrement un membre de l'APR sur votre plateau. Tout ça n'est pas très équilibré. On n'a pas en face un membre du gouvernement. Alors, pas souci d'équité, la prochaine fois, nous allons peut-être inviter en face de vous un membre du pouvoir, non? Bonsoir Francis, oui, avec plaisir. Oui. Ça sera une occasion de croiser nos vues sur la gestion du pays depuis la dernière élection présidentielle. Ceci dit, on n'a aucun souci d'équité en fait dans cette émission parce que vous êtes invité en tant que chroniqueur de cette émission, bien entendu, et non pas forcément comme membre de l'APR. Merci d'être là en tout cas. 3 sujets dans cette édition. Nous parlons de la Guinée équatoriale, un scandale d'État très commenté depuis quelques semaines à travers le continent. C'est la diffusion de vidéos sexuelles d'un haut fonctionnaire du pays, les sex-tapes de la République de Guinée équatoriale. On en parlera dans cette édition. On parlera également de la coopération Russie-Afrique avec un retour sur le dernier sommet ministériel Russie-Afrique marqué par des promesses illimitées de Vladimir Poutine pour le continent. Ça s'est passé au cours du week-end du 9 novembre dernier et nous allons donc démarrer tout de suite avec le Sénégal. Le Sénégal à la veille d'élections législatives anticipées. Ça sera donc ce 17 novembre, dimanche 17 novembre. Et à la veille donc de ces législatives, 3 coalitions de l'opposition, celle de l'ancien président Macky Sall et une autre conduite par Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, et celle de l'ancien Premier ministre et ancien candidat à la présidentielle Amadou Ba. Mais ces 3 coalitions donc, se sont mis ensemble pour faire un front commun, tous contre le PASTEF donc au pouvoir, pour empêcher le PASTEF d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est donc voilà, c'est un peu l'événement fort à la veille de ces élections législatives. Mais Ben Yassi, je vais commencer d'abord par m'étonner du fait que le président Macky Sall n'était pas sur le terrain pour faire campagne, alors qu'il est tête de liste d'une des coalitions la plus importante. Comment expliquer cela? Il a fait campagne à distance depuis Marrakech. C'est une campagne en télétravail qu'il aura fait donc. Francis, permettez-moi juste de présenter nos condoléances au peuple sénégalais et à toute l'administration des finances et du budget suite au rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba, qui était le dernier ministre des Finances et du Budget du président Macky Sall, qui était un grand commis de l'État qu'on appelait l'Almami des Finances en référence à sa descendance maraboutique et royale avec l'Almami Mabou Diakhouba, et également parce qu'il était la mémoire vivante de ce ministère des Finances. Il était directeur du budget avant d'être appelé comme ministre des Finances et du Budget. Et il y a certains qui voient en lui un des grands ministres des Finances et du Budget à la hauteur de Pétavin, André Pétavin, qui a été un des premiers ministres des Finances à l'aube des indépendances. Je m'incline pieusement à sa mémoire. Maintenant, pour revenir au vif du sujet, le président Macky Sall, il est en train de faire ce qu'il doit faire. Tête de liste de notre coalition, Taku
Wallou Sénégal se mettre ensemble et sauver le Sénégal, parce que de notre point de vue, si l'actuel pouvoir a la majorité absolue, on risque de connaître des déboires par rapport à la gestion du pays et par rapport à ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils projettent de faire. La question portait sur son absence. Hein. Son façon absence, de faire son un peu absence, campagne en fait, à distance. Pour nous, il n'est pas absent parce qu'on communique régulièrement avec lui. Il nous donne des directives, pas plus tard. Mais s'il était élu député, que se passerait-il? Il serait toujours en télétravail? Pas forcément, il peut être aussi présent parce que le député a l'obligation d'être présent au niveau des sessions budgétaires, 2 dans l'année, et les autres, il n'est pas obligé de l'être. Bon, on l'a vu de par le passé, Abdoulaye Wade a eu ce même comportement, même Ousmane Sonko, tête de liste. Mais qu'est-ce qui l'empêchait d'être présent sur le terrain? C'est son agenda et ensuite ses différents déplacements font que sa présence sur le terrain n'était pas nécessaire dans la mesure où... Une tête de liste quand même. Une tête de liste, mais là on est en train de faire le travail. Pas plus tard que hier, un accord a été trouvé avec les autres coalitions que vous avez citées. Et donc, quand vous dites on fait le travail, c'est-à-dire d'autres font le travail sur le terrain, pas lui, j'insiste un peu lourdement, mais c'est bien ça ma question. Hein. Oui, bon, il n'a pas besoin dans ce contexte d'être sur place parce que le travail est déjà fait, parce qu'on a encore des ténors. Il n'a pas besoin d'être sur le terrain, mais pourtant il a dit la tête de liste. Il aurait peut-être dû ne pas être cette tête de liste du tout d'ailleurs. Mais il aurait pu être un observateur à distance. Hein. Oui, mais si nous, au niveau de la coalition et si nous, au niveau de l'APR, nous disons que nous le désignons notre tête de liste, est-ce qu'il a le droit de refuser? Si, on ne conteste pas ça, mais c'est assez paradoxal ce qui arrive là, le fait de son absence sur le terrain. On peut l'interpréter de plusieurs façons, d'accord? Que soit sa présence aurait gêné peut-être les autres candidats, tête des listes de l'intercoalition, et donc il aurait pris toute la place et donc ça aurait gêné les autres. Ça aurait pu avoir pour conséquence aussi par la suite, au moment des votes, au fond d'accentuer les dissensions entre les 3 groupes qui constituent l'intercoalition de l'opposition. Il y a cette interrogation-là qui s'oppose. De l'autre côté, peut-être que... alors, des rumeurs qui circulent comme quoi il n'a pas joué franc jeu au moment de l'élection présidentielle vis-à-vis... Ça fait beaucoup d'empêchements. C'est ça, voilà, de Amadouba, pardon. Et que donc, peut-être il y a de cela dans cette idée que, bien de loin, il donne des directives et donc ils font qu'il n'est pas... Si on retient vos hypothèses, Alfred, il n'était pas du tout qualifié pour être une tête de liste. Naturellement, parce que lui-même, il me semble qu'il a été surpris parce que il n'a pas décidé de lui-même d'être Mais il n'a pas refusé non plus. Non, il a accepté parce qu'il a été sollicité au fond. Et d'un côté, lui-même, il n'était pas tellement partant pour ce poste-là, puisqu'il avait une autre responsabilité qui lui avait été confiée au niveau international. Il a démissionné justement quand on lui a proposé. Mais en fait, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que si vous analysez bien, il y a un partage des rôles. Parce que le PASTEF, en apprenant sa candidature ou sa désignation comme tête de liste, avait élaboré une stratégie. Et lui, c'était la cible. Le fait qu'il ne soit pas présent et qu'au niveau de l'intercoalition, la stratégie qui est en train d'être déroulée met le PASTEF mal à l'aise. Parce que sur le terrain, il y a Amadouba qui déroule, il y a l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye qui est également sur le terrain avec sa coalition, il y a Ousmane Sonko qui doit faire face à un vis-à-vis qui est Barthélémy Diaz, qui a été, ne l'oublions pas, jadis son allié au niveau des Yewwi et qui est devenu son alter ego, ce qui fait que sur le terrain, ça ne va pas comme c'était voulu. Et on a vu même les scènes de violence qui ont émaillé récemment cette campagne. Mais c'est par rapport à cette stratégie qui a été savamment déroulée.
Alors, Oui, bah écoutez, moi je suis cette élection un peu de loin et comme elle arrive dimanche, nous verrons bien le résultat des Parce urnes. que tu sors des élections américaines de Non, Trump, non, tout simplement parce que exactement, le Sénégal est un pays indépendant et qui a une forte tradition démocratique et les Sénégalais ont l'habitude de se déplacer aux urnes. C'est une société civile très politisée, dans le bon sens du Ça, terme. nous savons. Donc moi je leur fais confiance pour désigner le bon vainqueur. J'ai quand même des interrogations et je crois que mon ami co-débatteur m'excusera, mais sur Macky Sall. Parce que l'argument... sur l'absence de Macky Sall. Sur l'absence de Macky Sall, mais j'y reviens, parce que l'argument qui est mis en avant par les partisans de la coalition Macky Sall, de l'APR, etc., c'est le PASTEF ne doit pas avoir de majorité, alors qu'il ne l'a pas. Ils ont gagné la présidentielle, mais ils n'ont pas de majorité. Pas de majorité absolue. Ils n'ont pas de majorité du tout. Non, ils disent ils ne veulent pas que le PASTEF on en revient ait au la même. majorité absolue. Nous sommes compris. Après, je sais qu'il n'aime pas trop me laisser parler, il sait que j'ai raison, donc forcément, ça le dérange un petit peu. Et au bout de 7 mois, ils ont déçu tous les espoirs, alors qu'ils ne sont arrivés que 7 mois. Et c'est là, en fait, que ça coince pour moi. Mais là, je vais en train de parler des enjeux des élections. Ça, on est bien d'accord. On en a parlé dans une édition. Mais est-ce qu'on peut juste fermer, je dirais, le chapitre sur l'absence de Macky Sall? Alors, l'absence de Macky Sall, pour moi, elle est liée à sa personnalité qui, certes, est brillante, mais est troublante. Et j'en viens à des démonstrations. Oui. Macky Sall est quand même une personnalité politique respectable, au demeurant, mais qui, de 2000 à 2012, a été ministre de l'énergie, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée, Premier ministre, donc a eu le pouvoir pendant 12 ans. Ensuite, de 2012 à 2024, a été président. Jusque-là, ce ne sont pas des délits que vous avez cités. Ce ne sont pas des délits, mais simplement, c'est aussi le premier président de la République du Sénégal qui n'observe pas un délai de décence. Précédemment, Abdoulaye Wade a observé quand même 5 ans d'absence, de réflexion, de prise de recul avant de se présenter. Oh non, donc qu'il soit absent... Bien plus que 5 ans. Oui, bien plus que 5 ans. Non, mais là où... Mais je ne vois pas le lien avec son absence dans cette campagne électorale pour les élections législatives. Il est tête de liste d'une coalition et il aura fait campagne essentiellement à distance. J'essaie de comprendre la stratégie qui est la sienne. Je peux être mauvais esprit, mais je dirais que peut-être que le traitement qui a été réservé à Ousmane Sonko et précédemment, juste à la fin de son mandat, c'est-à-dire qu'ils ont quand même fait de la prison. Ils sont au pouvoir maintenant. Justement, c'est peut-être... Vous avez peut-être la réponse à ma question. Pour moi, Macky Sall paraît le fétiche qu'il ne faut pas faire sortir tout le temps et qui vient sauver un parti qui, certainement, si rien n'est fait, finira par sombrer. Et le fait que Macky Sall est positionné tête de liste, c'est justement pour orienter les regards sur quelqu'un qui a été le président de la République et qui conserve quand même une certaine cote de popularité et qui pourra booster l'électorat. Il perd au premier tour. À ce niveau. Au bout de 24 ans de pouvoir, il perd au premier tour. Il n'était pas candidat. 24 ans de pouvoir. Il gagne quand même. Son parti, il perd au premier tour. Il gagne quand même une certaine autorité. Ce n'était pas Macky Sall qui était candidat à cette élection où il a perdu au premier tour. C'était quelqu'un d'autre. Or, Macky Sall, en quelque sorte, conserve une certaine notoriété et on le met en tête de liste pour avoir plus de ralliement, puisque les personnalités de ce parti n'ont pas une certaine notoriété comparée à la notoriété de Macky Sall aujourd'hui. Alors, question... Est-ce que tout ça n'est pas lié simplement au fait que Macky Sall a quand même laissé des mauvais souvenirs pour une bonne partie de l'opinion sénégalaise. Qu'a-t-il fait Et que voilà, son retour n'est pas forcément attendu et qu'il ne sera pas forcément accueilli avec des lauriers en arrivant à l'aéroport. Permettez-moi de prolonger la question de Francis. Que n'a-t-il pas fait pendant 24 ans? Je dis bien 24 ans parce qu'il a été ministre, président de l'Assemblée pendant 12 ans, précédemment, juste avant d'être président. Que n'a-t-il fait pendant 24 ans pour qu'au bout de 7 mois, à peine après avoir quitté le pouvoir, il revienne pour tout d'un coup avoir la solution au problème qu'il n'a pas réglé Il a quand même avant. accompli 2 mandats présidentiels. Il faut pas oublier que les promesses ou en quelque sorte l'image que Ousmane Sonko et Diomaye Faye présentaient quand ils se présentaient aux élections, aujourd'hui ce n'est plus la même image. Et en quelque sorte, il y a une certaine frange de la population qui
regrette un peu Macky Sall et qui pourrait se dire Macky Sall, tête de liste, c'est une autre manière de lui donner une revanche sur Sonko et sa campagne. On a même parlé d'un choc Macky Sall, Ousmane Sonko pour ces élections législatives. Ce choc n'aura pas eu lieu, en tout cas pas sur le terrain en tout cas. Alors on va avancer un peu, voilà, parce que voilà, ce qu'on tirera de cette campagne ici, c'est qu'elle a été quand même, elle aurait été émaillée de violence, hein, des cortèges du PASTEF qui a été attaqué, le siège de la coalition de Barthélémy Diaz, maire de Dakar, qui a été incendié. Alors le PASTEF a dénoncé plusieurs agressions que ses membres auraient subies. Parmi les accusés, évidemment, le maire de Dakar, principal accusé, je dirais, Barthélémy Diaz, qui aurait, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, organisé lui-même des violences contre les militants du PASTEF. Et en réaction, Ousmane Sonko a posté sur les réseaux sociaux, il y a quelques jours, un texte qui fait polémique. Ce texte où il affirme que, je cite, Barthélémy Diaz et sa coalition ne doivent plus faire campagne dans ce pays. Et il a conclu par ces mots que chacune des agressions contre le PASTEF, que chaque patriote qu'ils ont agressé et blessé soit proportionnellement vengé. Nous exercerons notre droit légitime à la riposte. Fin de citation. Alors, beaucoup de gens se sont demandé, Ben Yassi, si un Premier ministre pouvait parler comme ça, pouvait dire ces mots-là. Un Premier ministre ne devrait pas dire ça. Déjà. Et deuxièmement, on oublie quelque chose. L'incendie que vous évoquez du siège de la coalition Sam Sekadou de Barthélémy Diaz, la veille de cet incendie, Abbas Fall, le responsable PASTEF du département de Dakar, a publiquement demandé à leurs militants de s'armer avec toutes les armes possibles. Le soir, ou bien au petit matin, à 4 heures, le siège a été incendié avec du matériel électoral d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA qui se sont volatilisés. Il n'y a pas de coupable. Et jusqu'à présent, apparemment, ce responsable aurait été convoqué, mais il n'a pas déféré à cette convocation. Et quand Ousmane Sonko se permet d'appeler à cette violence, en demandant à ses militants d'appliquer le principe du Gatsa, oui, c'est la loi du talion, contre les adversaires. Contre ses adversaires. Alors que le président Bassirou Diomaye, à la veille de ces élections, avait fait une sortie publique pour demander que les élections se fassent de manière apaisée. Déjà, il ne respecte pas le président, qui est issu de son parti. Et deuxièmement, quand on fait une déclaration aussi incendiaire, en se rendant compte que c'était une bourde, il a essayé de rectifier le lendemain en disant que... Il a demandé aux gens de ne pas tenir compte de... Oui, parce qu'il a parlé sous le coup de la colère, parce qu'en tant que père de famille... Enfin, c'est un Premier ministre quand même. Mais c'est un Premier ministre. Il a fait du Trump. Et ce qui est déplorable, c'est qu'un leader, quand il se lance dans des menaces et il n'est pas sûr de pouvoir les exécuter, il se discrédite auprès de ses militants et il devient vulnérable vis-à-vis de ses adversaires. Apparemment, lui, ça ne le touche pas. Mais si, ça ne le touche pas, mais il a été... Il a été trop loin. Comme aurait dit l'autre. Oui, on a l'impression que ça ne le touche pas, mais l'électorat, les gens qui observent, ils sont déçus. Ah oui, mais ça... Parce que déjà, le PASTEF est considéré moi, je fais la transposition avec Donald Trump, malheureusement, parce que c'est exactement la même attitude, c'est-à-dire les outrances verbales au moment d'une campagne électorale qui amènent évidemment cet effort de rétropédalage, mais ils n'en pensent pas moins. Et il poursuit quand même son combat. S'il a le même destin que Donald Trump et qu'il est élu, ça lui ira. Absolument, on est tout à fait d'accord. Oui, mais sauf stratégie populiste, vous voulez dire ? Exactement. Non, il est dans le populisme. Il l'est toujours, depuis un bon moment. Exactement, il ne change pas. Et quand, si tu as cité le président Faye, mais oui, mais lui, il est là, effectivement. On l'a dit ici, on l'a répété plusieurs fois. Il a déjà porté ses habits de président de tout le monde. Sonko a du mal à sortir du rôle du militant
et a endossé les vêtements de Premier ministre. Et de temps en temps, le coup de sang qu'il a éprouvé, c'est exactement ça. Le président d'un parti politique qui s'emporte et par la suite... Alfred, vous êtes un peu dur. Laissez terminer Ben Yassi, parce que... Pour confirmer, effectivement, il m'avait coupé, mais il m'a un peu marché sur la langue. Ça veut dire qu'il y a un cheminement qui est là. C'est un problème africain. J'ai pas eu mal. J'ai pas eu mal. Il y a un cheminement qui est là depuis l'arrivée au pouvoir du PASTEF. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont en train d'être déçus. Et sa sortie ne fait que décevoir davantage ces gens qui étaient dans le doute, parce que pendant cette période, des promesses ont été faites. Les gens n'ont pas vu ce fameux projet. 7 mois. Mais pendant cette période, c'est encore peu pour juger. Mais quand on disait qu'on peut exécuter le projet qu'on avait au bout de 10 jours au pouvoir, si après 7 mois les gens ne voient rien. Lui vous rétorquera que vous avez fait de l'obstruction à l'Assemblée. Ils ont organisé des élections anticipées. Le problème, c'est qu'actuellement, ce que beaucoup d'observateurs ne voient pas, mais qui a été visible ces jours derniers, surtout avec cette sortie de Sonko, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir au niveau du PASTEF, ce que disait Alfred, et on l'a vu avec sa sortie, sa garde rapprochée, dont Fadilou Keïta, qu'il a nommé le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, qui est un de ses proches. Il y a également Ngagne Demba Touré, qui est... Ils sont sortis pour s'attaquer au président de la République en disant que non, c'est intolérable, il doit réagir, il ne doit pas se mettre au-dessus de la mêlée, alors que c'est à son honneur de ne pas s'impliquer dans cette campagne. Tout à fait. Au moins, c'est un point positif. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Sonko qui émanent d'un Premier ministre? C'est des propos qui étaient totalement malvenus et je pense que son équipe l'a certainement rappelé à l'ordre, ce qui explique le fait que 24 heures ou quelques heures plus tard, il demande à ses militants de ne pas tenir compte de ce qu'il avait dit. Mais il faut comprendre une chose. Il a dit précisément n'attaquer personne, ne frapper personne, ne provoquer personne, mais qu'on reste vigilant. Exactement. Rétropédalage. Une chose est sûre. Il maintient ce qu'il a dit, mais sans le maintenir. On se tente toujours de ce registre qui n'est pas un registre de Premier ministre. Exactement. On comprend que Ousmane Sonko ne s'est pas encore départi de son manteau d'opposant dans le temps, qui se sentait molesté et qui devrait fait des sorties pour pouvoir se défendre et mobiliser ses troupes. Aujourd'hui, il est Premier ministre et il faut qu'il puisse comprendre cela. Un Premier ministre, c'est d'abord quelqu'un qui, après une élection où le Sénégal s'est senti divisé, rassemblé maintenant, se présenter comme le président de tout le monde, ou le Premier ministre de tout le monde, celui qui gouverne tous les Sénégalais et pas seulement les partisans ou les militants du PASTEF. Et ça, il faut qu'il puisse le comprendre à un moment donné. Moi, je vous trouve vraiment extrêmement sévère. On ne fallait pas se demander finalement si cette métamorphose est possible. Alors, ça fait des mois qu'on dit qu'il reste cantonné, enfermé dans la posture de l'opposant. Moi, je vous trouve... On attend la métamorphose. Je vous trouve vraiment extrêmement sévère. Le plus vite possible. Je vous trouve vraiment extrêmement sévère avec Ousmane Sonko. Vraiment, je vous trouve extrêmement sévère. Bon, d'abord, c'est un jeune dirigeant politique. Il n'a pas l'âge de Macky Sall. Non, la jeunesse n'explique pas une réaction excessive. Non, mais ça peut expliquer qu'il fasse des erreurs, d'autant que, vous l'oubliez, j'ai rappelé la longévité politique de Macky Sall, qui est effectivement un vieux lion, un vieux sage. Qui embrasse tout un pays et bien qui sûr, nous mais dans il a fait machine arrière. Il a fait machine arrière, vous l'avez dit vous-même. Bon, voilà, il n'a pas la longévité politique de Macky Sall, premièrement. Deuxièmement, il n'a que 7 mois d'expérience au pouvoir. Ça va très vite. Et il a 7 mois d'expérience au pouvoir dans un Sénégal qui, quoi que vous puissiez en dire, n'a pas été apaisé, puisqu'il est arrivé, il n'a pas eu de majorité. Le Sénégal est rentré dans un système politique un peu d'empêchement, puisque l'Assemblée nationale, qui n'est pas à sa botte, au sein de laquelle il n'a pas la majorité, a joué son rôle d'opposition, et c'est normal, ça s'appelle la démocratie, mais donc il n'a pas eu le temps de... Donc vous n'êtes pas choqué par ces propos là. Je ne dis pas que je ne suis pas choqué, je dis que je lui trouve des circonstances atténuantes. Voilà, et j'en terminerai par là.
Vous terminez donc. Souvent, on exclut la psychologie des hommes en politique, mais la psychologie est fondamentale et importante. Justement, c'est de ça que nous parlons en creux. C'est un homme qui, avant d'être au pouvoir, quelques mois avant, était en prison. Il a été mis en prison par un homme qui n'a même pas la décence. Le président élu également. Aussi également. Bassirou Diomaye Faye était aussi en prison. Il est peut-être dans un autre rôle. Et il a été mis en prison par un homme qui n'a même pas eu la décence, qui n'a pas la décence d'attendre ne serait-ce qu'au moins 1 an ou 2, vous savez se mettre à l'écart et qui revient directement, qui se jette dans la bataille. Moi, en tant que jeune... Je vais juste rappeler quand même qu'avant, vous évoquez le passé, hein, un président sénégalais, Abdoulaye Wade, avant d'accéder au pouvoir, avait fait plusieurs séjours en prison également. Oui, mais voilà, il avait une certaine expérience peut-être de la vie que n'a pas Ousmane Sonko. Et ça arrive. Bon, alors, on va conclure rapidement. Avant de conclure. Il faut peut-être qu'on parle des lendemains de l'élection au cas où ce pouvoir n'obtiendrait pas la majorité absolue. Est-ce qu'il faut craindre des lendemains compliqués? Ils ont intérêt à respecter le verdict des urnes, parce que c'est les Sénégalais qui ont décidé de ne pas leur accorder cette majorité. Donc c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. Donc les Sénégalais votent depuis la période coloniale, depuis 1848. Donc c'est une tradition de vote. Et ce que je dis, ce que je retiens, c'est qu'on oublie trop souvent que les encartés, les militants politiques, nous ne faisons pas la moitié des Sénégalais inscrits sur les listes électorales. Et on sait également que sur les 6 millions ou 7 millions de Sénégalais inscrits, il n'y a que 3,5 millions qui vont voter. Donc, il ne faut pas oublier ce choix, il ne faut pas oublier ce facteur. Maintenant, juste pour conclure, ce qu'il ne faudrait pas oublier, s'il vous plaît, avec le PASTEF, c'est qu'il y a la stratégie des 3 M qui est toujours appliquée. Les 3 M, c'est les mensonges, les montages et la manipulation. Et c'est ce qui est déroulé, et cette stratégie continuera tant que c'est possible. Sauf que, quand ils n'auront pas la majorité, il va falloir trouver autre chose, parce que les Sénégalais sont conscients que ces gens qui sont actuellement au pouvoir n'ont pas... Les 3 M que si tu viens d'évoquer, ça me fait penser à quelqu'un d'autre qui vient d'être élu président des États-Unis. Les 3 M, ce n'est pas une stratégie qui n'est détenue que par qu'un seul parti. Non, mais je veux dire que... là, on est d'accord. Simplement, ça me renvoie à un président qui vient d'être élu aux États-Unis. Il faut vous en remettre, Alfred. Ça soit 1000 mieux du Sénégal. Alfred l'Américain, non mais calmez-vous. Alfred l'Américain, calmez-vous. Sonko, il est vraiment dans cette logique-là. Mais Kamala Harris a perdu. Non, attendez. Oui. Alfred, je vais terminer. Mais il faut savoir aussi terminer une élection. Ah, mais bien sûr. C'est fini. L'élection que vous évoquez. Une élection chasse une autre. Elle est finie. Oui, mais il y a une élection qui chasse une autre. Et malheureusement, il y a cette concomitance. Je peux vous faire la liste de toutes les élections qui se déroulent sur la planète aussi. Ce qui est différent du Sénégal, c'est que depuis quelque temps, on constate également une tendance issue des flancs du PASTEF qui prône un certain nationalisme, une certaine xénophobie. Parce que quand des Sénégalais avec des noms de famille à consonance étrangère, pour ne pas dire guinéenne ou malienne, sont indexés, ou bien cette tendance dit que les Sénégalais, il y a assez de travail au Sénégal, il faut juste que ces boulots occupés par ces étrangers soient redonnés aux Sénégalais. Ça pose problème. Exact. On est tout à fait d'accord. Alors que ça nous, renvoie toujours. Oui. Alors que nous qui sommes à l'étranger, aux Haïtiens qui mangent tout à l'heure avant d'arriver, les chats, etc. Arrêtez de convoquer. Francis, je finis juste sur ce point. Je vais vous offrir un poster de Donald Trump. Vous avez mieux dormir. Tout à l'heure, avant de venir à cette émission, j'ai regardé le tableau des Sénégalais votant à l'extérieur et des Sénégalais régulièrement inscrits à l'extérieur. Nous sommes beaucoup plus nombreux, juste au niveau de la zone Afrique. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe. Nous sommes beaucoup plus nombreux que ces étrangers qu'on indexe. Et même cette indexation est contraire à la teranga sénégalaise qui est connue de par tout le monde.
Donc c'est quelque chose de nauséabond qu'il faudrait arrêter le plus rapidement. Absolument. C'était important de le souligner dire. cet aspect de la situation actuelle au Sénégal. Émeric, un dernier mot sur le Sénégal? Non, on attend dimanche pour... répondre à Guy, peut-être. On attend dimanche pour voir qui remportera ces élections. Oui, et surtout, il faudra observer les lendemains de l'élection. Exactement. Parce que la campagne ayant été un peu difficile, faut peut-être, enfin, le pire n'est jamais sûr. Hein, on peut, en tout cas, souhaiter que le lendemain ne soit pas tout aussi compliqué. Confiance. Il faut dire quand même aussi. On va passer à un autre sujet. On va parler de la coopération Russie-Afrique. Un retour sur le dernier sommet ministériel Russie-Afrique qui s'est tenu donc le week-end du 9 novembre à Sochi. Beaucoup de promesses de Vladimir Poutine. Des hauts responsables de Russie, d'une cinquantaine de pays africains se sont réunis donc à Sochi. Et en conclusion de cette réunion, la Russie a promis, je cite, un soutien total à l'ensemble du continent africain. Alors le soutien total, ça va de la lutte contre le terrorisme à la science nucléaire et même la maîtrise des conséquences des catastrophes naturelles. Alors, il faut dire que pour l'instant, la Russie reste le premier fournisseur d'armement aux pays d'Afrique, en concurrence avec la Chine dans ce domaine. Mais, alors, Émeric, est-ce que la Russie a vraiment les moyens de ses promesses, les moyens d'apporter aide et soutien, comme elle le dit, à l'ensemble du continent africain et dans tous les domaines? Jusqu'ici, la Russie s'est illustrée sur le plan militaire. On n'a pas vu la Russie apporter une aide efficiente et efficace dans d'autres domaines concernant les pays africains. Mais voilà la Russie aujourd'hui promettre d'étendre ses tentacules, d'étendre son aide à l'ensemble du continent. Je suis un tout petit peu perplexe. J'ai l'impression que c'est un discours démagogique et il faut peut-être attendre 2, 3 ans ou 4 ans pour voir, pour faire un bilan de la situation, de ce que la Russie aurait apporté à l'Afrique. Jusqu'ici, même sur le plan militaire, à part quelques succès, on a du mal à évaluer véritablement les résultats de la coopération militaire avec la Russie. Sur le plan militaire, il y a des ventes d'armements, bien sûr. La Russie, et puis il y a surtout, Wagner. Exactement, la Russie empoche beaucoup plus, j'ai l'impression, que l'Afrique ou ces pays dans lesquels elle intervient. Et empoché aussi. Mais laissez terminer, sous. Laissez aller jusqu'au bout de son développement, parce que sinon on va pas... Elle empoche carrément plus que, je vais dire, les pays africains qu'elle aide, puisque jusqu'à présent, en réalité, on n'a pas un bilan, on ne sait pas combien ces pays dans lesquels African Corps ou Wagner intervient, combien ces pays donne à la Russie pour pouvoir s'assurer cette intervention ou cette coopération ou cette aide militaire qu'on nous vante tout le temps, dont on nous parle, disant qu'elle est mieux lotie ou elle est mieux appropriée que les aides que les pays africains, les pays du Sahel notamment, recevaient d'autres puissances. Alors, Alfred, justement, est-ce que déjà la notion d'aide qui est évoquée par la Russie, est-ce que cette notion n'est pas dépassée? Parce que finalement, on n'évoque jamais, comme d'ailleurs Émeric l'a dit à l'instant, ce que l'Afrique donne en retour dans cette coopération entre la Russie et certains pays africains, notamment l'accès aux ressources minières, l'accès aux matières premières, par exemple. Ça, on n'en parle pas du tout, quoi. La Russie se positionne en fait comme un soutien, je dirais presque un soutien philanthropique au continent africain. Oui, je dirais rien de nouveau sous le soleil, en réalité. Là, ce sommet de Sochi vient après le sommet de Kazan avec Russie-Afrique. Et rien n'a changé, au fond, de la politique de la Russie actuelle par rapport à ce qu'était le monde à l'époque de deux blocs et puis de la guerre froide de l'URSS. C'était l'aide militaire et idéologique à un certain nombre de pays africains. Et puis les choses ont changé. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Afrique sert à la Russie comme marchepied dans l'affrontement avec l'Occident.
Et ça ne date pas au fond à d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Poutine a compris une chose, c'est qu'après l'effondrement de l'URSS et le début de la Russie, de la Fédération de Russie, il y a eu cet affaiblissement que l'Occident a provoqué, a soutenu au fond de la Russie. Et lui, il avait observé très bien ses prédécesseurs à la tête de la Russie. Gorbatchev, et puis après Boris Yeltsin. Mais il avait compris une chose, qu'il fallait remettre la Russie à sa grandeur. Et cette grandeur passait justement d'abord par les réformes. La revanche, quoi. Exactement, qu'il a organisé économiquement et tout ça, le capitalisme russe. Et puis maintenant, il est arrivé, j'allais dire, au sommet de cette politique-là. Et l'Occident lui a donné l'occasion justement de remettre le pied en Afrique, en soutenant, bien évidemment, avec la guerre en Ukraine. Ça a permis justement, parce que là aussi, le problème, c'est que la Russie est isolée, mais non, vous voyez, il y a 50 États africains qui sont avec moi. Donc, la notion d'aide, effectivement, est obsolète, puisqu'aujourd'hui, on parle de partenariat entre les pays, etc. Il s'appuie sur les BRICS, mais est-ce que les BRICS, ça pourrait être quelque chose? L'Afrique, de toute manière, est perdante dans tous ces regroupements, toutes ces alliances avec la Turquie, l'Europe, etc., parce qu'elle ne défend pas bien ses propres intérêts. Très bien. Benyassi? Oui, bon, à travers ce sommet, à travers ce supposé soutien, on voit que l'Afrique, c'est la femme, la jeune fille que tout le monde voudrait marier. Exact. Parce qu'elle a beaucoup d'atouts, évidemment. On voulait un proverbe, hein? Oui. Ah, mais ce soir, il me voit la vedette. Hein. C'est le deuxième proverbe en moins d'une demi-heure. Et donc, moi, je suis surpris quand le ministre malien des Affaires étrangères, qui est un diplomate chevronné quand même, parlait de partenariats sincères. Dans les partenariats, il n'y a aucune sincérité. Il y a des intérêts. Il y a à défendre. Effectivement, il n'y a pas ça. Et donc, en contrepartie de ce soutien total de la Russie, il y a les matières premières. J'espère qu'en tant que diplomate, il n'est pas assez naïf pour croire qu'il y a des soutiens ou des partenariats de ce genre très sincères. On comprend sa position parce qu'il soutient un régime qui a également... non seulement ça, mais dans sa réponse, il a très bien dit... Contrairement à l'Occident. Oui, il a fait une opposition. Exactement. Et donc, c'est des intérêts économiques qui sont derrière cette aide militaire à travers les matières premières. Il y a également une sorte de win-win partenariat qui est là, entre guillemets. On ne sait pas très bien quel est le win-win, parce que il y a 5 ans déjà, la Russie promettait de doubler les échanges avec le continent africain. On ne voit pas très bien d'ailleurs, je dirais, la teneur de ces échanges. Et puis évidemment, cette annonce n'a jamais été suivie des faits. C'est pas en réalité des sommes trébuchantes et sonnantes qui arrivent. Il y a certains régimes en Afrique qui sont intéressés par ce win-win. Ce win-win se résume à je n'interviens pas dans vos affaires intérieures. Oui. Ça, c'est gagnant-gagnant. Je ne me permettrai pas de vous donner des leçons par rapport à l'organisation de vos élections. Comment est-ce que vous gérez votre opposition? Je ne m'en occupe pas, mais par contre, je peux vous donner du matériel militaire, je peux vous donner du matériel de surveillance et d'espionnage pour que vous sachiez comment fonctionne votre opposition, comment les surveiller et comment prendre les... Quand il y a des oppositions. Quand il y a des oppositions. Et donc, c'est toujours l'Afrique, malheureusement, qui perd. Donc, ce sera un sommet à l'image de ce qui se passe avec la Chine, à l'image de ce qui se passe avec la Turquie. C'est toujours l'Afrique qui est perdant parce que nous n'avons pas encore les dirigeants qui savent bien négocier et qui sont conscients que l'Afrique présente tous les atouts et que tout le monde a besoin de cette Afrique, que ce soit sur le plan politique et que ce soit sur le plan économique. Merci beaucoup. On va conclure avec la contradiction systémique. Écoutez, puisque vous me laissez le star system, donc évidemment... N'en abusez pas, surtout. Oui, les bonnes choses, il faut toujours en abuser. Et puis un proverbe suffirait. Ouais, ce soir, là, je suis battu. Je suis battu ce soir. Non, écoutez...
Moi, je constate que le mépris avec lequel les observateurs occidentaux ou même mondiaux regardent la Russie dérouler sa stratégie en Afrique me rappelle le mépris avec lequel ces mêmes observateurs regardaient l'éclosion de la Chine. Et là, je vais donner un exemple. Là, c'est Feu Xavier Emmanueli, qui est mort aujourd'hui, a donné une interview un jour. Il expliquait, il disait, voilà, un jour, il s'est inquiété de voir toutes les machines à laver partir en Chine, etc. Et il y a un interlocuteur très éclairé qui lui avait répondu, non mais vous inquiétez pas, laissons les machines à laver, les réfrigérateurs aux Chinois, nous ferons des ordinateurs. Aujourd'hui, et les machines à laver et les ordinateurs sont partis en Chine. Voilà. Et j'ai l'impression qu'avec la Russie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on regarde la Russie, on dit « Oh, ils ne savent pas trop, etc. » Sauf que Vladimir Poutine et enfin, je veux dire son staff derrière, parce que ce n'est pas un homme seul, un pays aussi grand que la Russie, enfin, on ne peut pas le diriger seul. Donc il y a une équipe qu'on ne connaît pas forcément, mais il y a une équipe. Ils ont une stratégie. Ici même dans cette émission, on avait discuté de l'intérêt de la décision que la Russie avait prise de tout à coup mettre en place une stratégie de visa court pour certains pays africains. C'était pas de visa du tout d'ailleurs. Pardon ? C'était pas de visa du tout. Ou pas de visa du tout, bon, ouais, pas de visa, exactement, pas de visa du tout. Cette autorisation qui était faite de pouvoir y aller sans visa. Et qui est restée sans effet aussi. Qui est restée sans effet aujourd'hui. Sauf que moi, je suis convaincu que la Russie a une stratégie de long terme. Elle a compris que le continent africain est un continent qui regorge, qui contient plus de 60% des richesses mondiales. C'est 45% pour l'or, c'est 75% pour le diamant. Vous avez, enfin voilà, tout. Et on a cité les nombreux partenariats, dont toutes ces puissances qui se précipitent pour nouer des partenariats perdant-gagnant ou gagnant-perdant avec l'Afrique. Et là, je suis d'accord avec mes débatteurs. Et donc, la Russie s'inscrit dans cette logique. Et moi, je suis convaincu. Très bien. Nous en reparlerons et nous verrons que la Russie a un plan. Je pense que c'est un miroir aux alouettes. Un miroir aux alouettes que la Russie, c'est vraiment du court-termisme. Et c'est l'opposition systématique à l'Occident. L'Afrique ne l'intéresse qu'en tant que telle. Sans plus, pas moins. Il n'y a que quelques pays africains d'ailleurs où la Russie intervient militairement et puis voilà. C'est pas dans tout le continent parce que Wagner interpose. Tout à fait. Sur 54 États africains. Moins d'une dizaine de pays. Exactement. Donc, moi, je ne suis pas certain qu'ils ne vont pas, l'année prochaine, livrer des chasse-neige au Sénégal, alors qu'il n'y a pas de neige là-bas. Voilà. Donc, non, ils ne comprennent pas l'Afrique véritablement. Ah, il a compris. Et c'est... mais pas du tout. Je suis d'accord. On va conclure peut-être. Voilà. Et que donc, pour moi... On donne un bonus à Alfred et puis... Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Avec votre permission. Oui, évidemment. Comme hier, c'est vraiment aux Africains qu'il revient de savoir où est leur intérêt. S'ils ont intérêt à coopérer avec la Russie, pourquoi pas? Mais quels sont les éléments de cette coopération? C'est la question, oui. Merci beaucoup. Changement d'ambiance. On va parler des sex-tapes de la République équato-guinéenne. Alors maintenant, c'est un nom qui est connu, Balthazar Ebang Ngonga, surnommé Bello, haut fonctionnaire et directeur de l'Agence nationale d'investigation financière en Guinée équatoriale, est devenu, malgré lui, une figure célèbre sur les réseaux sociaux. Il est l'auteur de quelques 400 sex-tapes, 400 au bas mot, de vidéos à caractère sexuel donc, qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Parmi ses partenaires de débats sexuels, des épouses de dignitaires locaux, mais aussi quelques femmes identifiées originaires de pays voisins. Ces vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux alors que Balthazar Ebang Ngonga venait d'être arrêté le 25 octobre dernier et incarcéré pour détournement de fonds publics. Alors Alfred, cette affaire est devenue une véritable affaire d'État, puisque les autorités équato-guinéennes s'en sont saisies, pour rappeler d'ailleurs quelques règles de bonne conduite à leurs concitoyens. Exactement. C'est ça que vous avez été passionné par cette affaire. Pas complètement, pas totalement. Mais ma foi, j'ai suivi vraiment distraitement. Mais je commencerai vraiment par dire ceci. Évidemment, le sexe, c'est la vie. Le sexe, c'est la vie. C'est un mot très puissant. Et Balthazar
profite justement de la vie et les femmes qu'il a courtisées étaient consentantes. Il n'y a pas eu de petite fille qui l'aurait forcé. Donc c'est en leur âme et conscience qu'ils se sont retrouvés. Et cependant, ce qui fait quand même problème, et c'est peut-être ce que Théodorine Obiang a souligné, ou les autorités politiques. Vous parlez du père ou du fils? Du fils, Théodorine. Le vice-président. Le vice-président, c'est dire, on ne peut pas se servir des bâtiments de l'État, des bâtiments publics, pour en faire des lupanards. C'est ça. Et que désormais, ça sera sévèrement puni. Tout à fait. Mais si je voulais avoir une autre référence de ma jeunesse quand j'étais au lycée... Vous avez des souvenirs personnels? N'est-ce pas? J'avais un professeur de physique qui me disait « Laissez le directeur faire ce qu'il veut dans son bureau, ça ne vous regarde pas. Tant que les murs du bureau de l'école ne s'écroulent pas, foutez-lui la paix, excusez-moi l'expression. » Donc ça a une première observation. Et c'est vrai que la diffusion de ces vidéos pornographiques fait... Non, pas pornographique, le mot n'est peut-être pas approprié, non? Ce sont des débats sexuels privés, les débats sexuels, filmés, voilà. Donc, exactement. Voilà. D'ailleurs, la question sera de savoir qui avait intérêt à ces fuites sur les réseaux sociaux. Et là, ça ce nous n'est pas ramène... la personne concernée qui a diffusé cette vidéo. Non. Quelqu'un a eu intérêt à la diffuser. Exactement. Et manifestement, il faut chercher peut-être la réponse au niveau de certaines autorités, non? Alors là c'est la question politique. Mais restons sur la question, j'allais dire, voilà, morale. Je disais tout à l'heure qu'il y a ce consentement des uns et des autres. Malheureusement, ça s'est passé dans les bâtiments publics. Et donc, ça pose deux choses au fond. 400 vidéos. Ces jeunes hommes, quand est-ce qu'ils travaillaient au fond? C'est ça la question. Quand est-ce qu'ils travaillaient? Vous posez une drôle de question, Alfred. Et donc, si on en revient sur le terrain politique, effectivement, il y a des enjeux quand même de pouvoir qui se jouent là-dessus. Alors, on enterre un peu trop vite. Mais tout ça part quand même de l'affaire de détournement de fonds publics. Exactement. Là, ça, c'est un autre aspect du problème. Mais on va avancer Est-ce qu'on veut masquer cette question-là? Je ne pense pas. Oui. Il s'agit plutôt, mais justement, de faire tomber ce jeune homme qui était devenu tout-puissant. Et par son biais, par ricochet, atteindre son père, qui est aujourd'hui le président de la CEAC. Un jeune homme de 50 ans. Voilà. Oui, parce que la personne concernée, c'est le neveu du président de la République. Voilà, exactement. Et c'est le fils donc de Balthazar Engonga Edjo, qui est l'actuel président de la CEMAC. CEMAC, CEAC, et donc exactement. Et les États d'Afrique centrale. Oui, oui. Et donc il y a cela. La question en même temps de la succession de Obiang Bazogo, mais je crois qu'on l'enterre un peu trop vite, hein, il est encore là. Et donc, peut-être qu'il y a cette question de rivalité politique. Moi, je terminerai par une autre chose. Exactement. Par ceci que, vous voyez, on parle de MeToo en Europe, aux États-Unis et tout. Ce n'est pas encore arrivé en Afrique, hein, puisque là, comme je dis, ce jeune homme, quand est-ce qu'il a le temps de travailler? Mais le MeToo, pourquoi vous évoquez MeToo dans cette affaire? Parce qu'il n'y a pas eu d'agression. Enfin... C'est justement ça ce que je veux dire, que au fond, les hommes et les femmes en Afrique forniquent comme ils veulent, hein, dans les bureaux, pas sur partout. Un cas, comment ça en Afrique? C'est quoi cette généralité là? Vous savez qu'il y a un candidat, candidat Premier ministre au Sénégal, qui est aujourd'hui Premier ministre au Sénégal, avait été condamné pour les mêmes faits, non? C'est pas toute l'Afrique, c'est pas non plus... Et donc, on peut... Là, vous écoutez l'Afrique... Une accusation qui a été refutée jusqu'à présent. Oui, mais jusque-là, on vous a suivi, mais là, franchement... Là, vous avez perdu. Dire qu'en Afrique, c'est une réfutation de surface. C'est encore les preuves. Puisque, au fond... Non, mais parce que si on menait vraiment des enquêtes un peu partout en Afrique, on verrait qu'il y a plus que ce que ce jeune homme a fait. Alors, beaucoup, évidemment, évoquent le fait que
Balthazar et Bang pourraient être victimes d'intrigues de palais, donc de règlements de comptes. Tout ça se passe quand même sur fond de guerre de succession. Succession donc, à ce président qui a 85 ans, qui est le plus ancien président au monde, 45 ans au pouvoir désormais. Est-ce que vous adhérez à cette thèse d'un règlement de comptes? C'est possible, bien malin, qui apporterait véritablement et totalement les preuves pour étayer cet argument. Mais on peut le dire de façon aisée, il est possible que ce soit une guerre de succession qui nous amène à la fuite de ces vidéos. Mais une chose qu'il faut dire, c'est quand même il y a eu en quelque sorte une violation de l'intimité d'un homme et des femmes. Et des femmes, puisque ce sont des vidéos logées a priori dans son ordinateur ou dans son portable qui ont été diffusées et qui aujourd'hui, par conséquence, touchent Mais qu'avait-il à conserver dans son ordinateur, Toignon? Ça ne me concerne pas. Je n'applaudis pas. C'est un objet privé, un ordinateur. Je n'applaudis pas ce qui s'est passé. C'est un ordinateur. Quelqu'un a eu intérêt à diffuser ces vidéos. Il faut qu'on puisse attirer l'attention de tout le monde sur les conséquences de la diffusion de ces vidéos. Aujourd'hui, des jeunes qui ont le portable, des adolescents, ont accès à ces vidéos et ces vidéos provoquent beaucoup plus de dépravation au niveau de la jeunesse. Et ça, les autorités guinéennes devraient plus s'en préoccuper que de sortir des communiqués selon lesquels on doit... Vous pensez vraiment que ce sont ces vidéos-là qui vont dépraver la jeunesse africaine? En tout cas, ça y contribue parce qu'on a de la pornographie gratuite, mais ils y ont accès. Ils n'ont pas attendu ça. N'est-ce pas? Je suis d'accord. Mais la diffusion de ces vidéos encourage et dresse le nid maintenant à d'autres dérives. Écoutez, moi, je pense qu'on prête beaucoup d'importance. Est-ce qu'il y a un délit d'abord dans cette affaire à part la réputation des femmes, évidemment, la justice guinéenne qui est mise en cause, mais bon. Puisque les autorités guinéennes veulent s'assurer qu'ils ne soient pas porteurs équato-guinéennes veulent s'assurer qu'ils ne soient pas porteurs de maladies et que ça ne s'inscrive pas dans une... Est-ce que c'est une affaire privée ou c'est un peu des deux. Vous savez, c'est un personnage public, donc à partir du moment de... Enfin, il n'y a pas de délit constitué en tant que tel, à part le fait que ces débats se soient déroulés dans des bureaux... Alors, en tout cas, c'est ce que disent les autorités, en tout cas. La frontière... Juste Alfred, laissez-moi, vous avez eu 10 minutes, si je peux... Alfred est obsédé par le fait qu'il aimerait connaître l'agenda professionnel de vous avez un peu du mal, mais laissez-moi parler. Non, mais ce que je veux dire par la frontière est mince, déjà, mais entre la vie privée et la vie publique, quand vous êtes un personnage public de cette importance dans un pays d'1 million, un peu 1,7 million d'habitants, 1,7 million exactement, que vous avez cette visibilité-là, c'est compliqué. Vous êtes choqué, vous? Stormy Daniels. Vous êtes choqué, personnellement? Choqué par certains aspects de l'affaire. Quels aspects de l'affaire? Notamment le fait que ces vidéos concernent la femme de son oncle, la femme de son petit frère, la femme de son oncle enceinte, la femme de son petit frère, etc. Et c'est là où je veux en venir. C'est que cette affaire, on peut tous y avoir un regard un peu différent, amusé, voilà, ce qu'on veut. Non, personne ne s'amuse. Certains s'en amusent. En tout cas, ah oui, c'est vrai. Non, vous avez raison. Une danse Balthazar. La danse Balthazar, d'ailleurs, très célèbre. Il faut conclure parce que on n'aura pas l'occasion de parler de... Ce que ça montre, c'est le délitement d'un système. Parce que c'est vraiment, pour le coup, le clan au pouvoir qui voit quelque chose s'effriter, puisqu'on est là dans des relations qu'on peut interroger. Quand un homme aussi important se permet de coucher avec la femme de l'oncle, du petit frère, etc., on se demande ce qu'il y a d'autre derrière, et ça promet une succession pas très apaisée. Mais il n'a pas contraint ces femmes-là. Oui. Personne ne l'a dit. Je dis juste que lui, moralement, visiblement, n'a pas de barrière. Voilà. Oui, cela dit, il y a quand même un contexte particulier, et puis la Guinée équatoriale, malheureusement, nous a habitués à fournir quelques scandales particuliers depuis quelques années. C'est le dernier en date qu'on aurait évoqué ce soir. Merci beaucoup. Mais Yassi, vous viendrez la prochaine fois, pas vous parler de ça, mais vous parler évidemment d'autres faits de l'actualité. Merci d'être venu, Ben Yassi. Alfred Shango Lokoro, merci beaucoup. Merci. Émeric Torpéon, merci. Merci beaucoup, vous reviendrez, j'espère.
pourquoi pas. Avec grand plaisir. Et Guy Debal, merci beaucoup. L'émission est réalisée comme chaque semaine par Romain Clicquot de Metz. Merci à lui. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.